Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV, en partenariat avec France 24. Code 24, votre code d'accès à la planète info. Passons tout de suite au sommaire de cette édition. En Corse, les armes se sont tues et la situation s'est apaisée sur l'île. Beaucoup de jeunes sont séduits par un discours nationaliste plus pragmatique. Rencontre avec ceux qui incarnent cette nouvelle génération et qui entretiennent avec Paris des relations souvent tendues. Au Salvador, pour lutter contre le virus Zika, les autorités vont jusqu'à dissuader les femmes de tomber enceintes. Problématique dans un pays où l'avortement et même la contraception sont quasiment bannis. L'effort contre la maladie se résume donc à la chasse aux moustiques. La Suède fait machine arrière, longtemps considérée comme une terre d'accueil pour les réfugiés. Le pays renforce ses contrôles aux frontières et durcit sa loi sur l'immigration. Quelles conséquences pour les réfugiés arrivés dans le pays? Vous en saurez plus ce soir dans Code 24. Enfin, nous vous emmènerons dans les lieux mythiques de la capitale française qui sont entrés dans l'histoire du cinéma en compagnie de Juliette Dubois, fondatrice de Ciné-Balade. Depuis le mois de décembre, la Corse est gouvernée par les nationalistes, une première dans l'histoire de l'île. Mais par le passé, le nationalisme en Corse s'est manifesté avec violence, avec des attentats à l'explosif jusqu'à l'assassinat d'un préfet. Aujourd'hui, les armes se sont tues et la situation s'est apaisée sur l'île. Beaucoup de Corses, en particulier les jeunes, sont séduits par un discours nationaliste plus pragmatique. Rencontre avec ceux qui incarnent cette nouvelle génération et qui entretiennent avec Paris des relations souvent tendues. Jonathan Walsh et Pauline Godard. C'est le nouvel homme fort de la Corse, celui qui a mené les nationalistes au pouvoir. Gilles Simeoni. L'ancien maire de Bastia est désormais à la tête de l'exécutif. D'après un sondage récent, c'est la personnalité politique la plus populaire de l'île. Tous ces systèmes qu'on a eus jusqu'à présent, on commence à en avoir marre. C'est une personne, je pense, qui a réussi à fédérer beaucoup de monde. Des gens qui étaient de son bord et des gens qui n'étaient pas de son bord. C'est la personne qu'il fallait, là où il fallait. Droite ou gauche, beaucoup d'électeurs ne supportent plus les partis traditionnels, souvent accusés de mauvaise gestion. Mais le vote sanction n'explique pas à lui seul cette victoire historique. Il n'y en a pas deux comme lui, hein. Moi, je vous le dis. J'ai connu son père quand on était tout jeune. Et après l'histoire de Oléria, même avant, j'ai été séméoniste. Et séméoniste jusqu'à aujourd'hui, maintenant c'est le fils. Voilà, c'est des gens comme ça. Il bénéficie en effet de l'aura de son père, Edmond Simeoni, figure emblématique de la cause nationaliste. 1975, c'est le drame d'Aléria. Edmond occupe avec des militants de son mouvement une cave viticole. Ils estiment alors les Corses floués en matière d'attribution des terres. Mais l'action tourne mal, 2 gendarmes sont tués. Le Front national de libération de la Corse, le FLNC, voit le jour l'année suivante. C'est le début de 4 décennies de lutte armée. Edmond opte, lui, pour le dialogue, un héritage revendiqué par Gilles Simeoni, lui qui a toujours conditionné son engagement politique à la paix. Dans les années 75, il y a eu la prison pour mon père, pour mon oncle. La violence clandestine n'est pas née de rien en Corse, elle est née à titre principal d'une situation d'injustice qui était faite à la Corse et elle a été considérée comme légitime par des générations de militants. Je peux comprendre cette analyse, ceci étant, j'ai considéré au moment où je me suis engagé dans la vie publique, c'est-à-dire principalement à partir de 2006-2007, qu'il fallait impérativement tourner la page de la violence clandestine. Et c'est ce qu'a fait le FLNC. En juin 2014, le mouvement dépose les armes. S'ensuit la victoire en décembre dernier des nationalistes au régional. Et leur installation à la tête de la collectivité territoriale. 2 courants se partagent le pouvoir. Les autonomistes de Gilles Simeoni, majoritaires, et la frange plus radicale des indépendantistes emmenée par Jean-Guy Talamoni, nommé président de l'Assemblée de Corse.
Le courant politique dont je suis l'un des militants a toujours été solidaire du mouvement clandestin. Sans cette lutte, eh bien aujourd'hui, il n'y aurait plus de peuple corse. La langue corse n'existerait plus, il faut bien le dire, parce qu'elle était menacée de disparition à très court terme. Notre littoral aurait été bétonné parce que c'était la direction qui était prise avec les politiques démentes qui étaient menées sur notre littoral. Connu pour son franc-parler et ses provocations, il n'a pas hésité à qualifier la France de pays ami. Une déclaration qui a choqué à Paris. Tout comme son discours prononcé en Corse au moment de son investiture. Mi tocca dire due parole a nome di miei che non ha mai accettato di riconoscere l'autorità francese. Or, parler corse à l'Assemblée de Corse ne date pas d'hier. L'Assemblée s'est prononcée pour la co-officialité du corse à côté du français et cette décision a été prise sous la précédente mandature, qui n'était pas une mandature nationaliste. Nous pensons que Paris doit sortir de ce déni de démocratie, de ce déni de réalité aussi. Et ce n'est pas la seule mesure votée par la précédente Assemblée dont Paris ne veut pas entendre parler. Le statut de résident, le transfert de compétences fiscales, la libération des prisonniers dits politiques. Certaines de ces revendications sont contraires à la Constitution française, mais les nationalistes comptent aller beaucoup plus loin. La Corse est à l'évidence un pays dans la mesure où un peuple l'habite, dans la mesure où elle est une île bien identifiée géographiquement, dans la mesure où ce peuple a vocation à se doter de son projet de société et à le mettre en œuvre. L'indépendance n'est pas l'objectif des années à venir. Nous nous battons au plan institutionnel pour une autonomie large. Un défi très ambitieux pour une des régions les plus pauvres de France qui compte à peine 320 000 habitants et dont le tiers des actifs travaillent dans la fonction publique. Nous n'avons pas vocation à rester dans cette relation de dépendance et quelquefois même de mendicité. Nous avons un pays qui est potentiellement riche et nous voulons le développer. La principale richesse de la Corse, le tourisme. Il représente 31% du PIB régional. Un record en France. Avec ses paysages à couper le souffle, un climat particulièrement doux, pas étonnant que la Corse attire autant de visiteurs. Jean-Pierre Pinelli possède l'un des plus beaux hôtels de Calvi. Il profite de la période hivernale pour faire quelques travaux dans son établissement fermé d'octobre à avril, une période de léthargie forcée que subit l'ensemble du secteur. Si vous voulez, la fin de la saison, c'est une fracture sociale, le chômage, et c'est surtout aussi un pan de l'économie qui s'éteint, qui se met en sommeil, puisque le tourisme touche tout type d'activité, aussi bien la grande distribution, le transport, puisqu'il y a une diminution, je pense, de 50 à 60% de l'activité du transport. En Corse, plus d'un tiers des logements sont des résidences secondaires. Conséquence, une flambée des prix du foncier et de l'immobilier. Afin de freiner la spéculation, les nationalistes militent pour un statut de résident permanent. Il obligerait une personne à habiter sur l'île pendant 5 ans avant de pouvoir acheter un logement. On renverrait pas forcément une très bonne image. Et puis pourquoi un statut de résident? Je veux dire, quelqu'un qui vient et qui souhaite habiter cette île, pourquoi ne pourrait-il pas le faire en toute simplicité? On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Forcément, lorsqu'on veut faire du tourisme, il faut quand même sacrifier un certain nombre de kilomètres carrés pour qu'on puisse faire du développement. Mais pour certains Corses, ce discours ne passe pas. Oh les pitchounes. Les pitchounes, regardez, ceux-là ils ont une semaine, mais vous. Ils sont beaux, hein? Jacques Abatouch est éleveur dans le sud-ouest de l'île. Il possède plus de 200 vaches et des terres qu'il veut à tout prix préserver. C'est vrai que avec les terres que j'ai, j'aurais vendu mes terres, j'avais une belle collection de voitures, une belle villa avec piscine au bord de l'eau sûrement. Mais voilà, après c'est le patrimoine familial de siècles. Il faut protéger, Corse, pas Corse, toute spéculation sur le foncier. Et donc le statut de résidence, c'est un des moyens. Donc à un moment, c'est normal que la terre reste aux gens qui l'exploitent et aux gens qui y habitent. Son cadre de travail, un petit paradis. Des centaines d'hectares au bord de la Méditerranée. Voilà en effet de quoi attiser les convoitises des promoteurs.
Jacques Abatouch s'est fait un nom en privilégiant une race typiquement corse, la vache tigre. Et sont élevés de la même façon. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est quand même toujours l'idée d'avoir une souche de race corse, rustique, et parfaitement adaptée au territoire. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'avoir l'autonomie alimentaire. On est sur une île, on fonctionnait avant sans rien, sans l'apport extérieur. Donc on peut très bien se débrouiller en étant ingénieux. Produire local et entièrement bio, viser l'autosuffisance, pour lui ces recettes pourraient être déclinées à l'échelle de la région. Une philosophie partagée par son frère vigneron à quelques kilomètres de là. Donc il faut arriver à ce qu'on fasse des produits et justement identitaires avec une très forte valeur ajoutée. Et bon, pour ça, on voit bien, Jacques et moi, on est un bon exemple. Moi, je travaille 18 variétés de vieux cépages corse. En novembre dernier, il a fait son entrée à la prestigieuse Académie des vins de France. Une première pour un Corse. Il est aussi un des rares sur l'île à exporter la moitié de ses vins. Pour lui, l'agriculture doit être envisagée comme un tremplin pour l'économie. La Corse pourrait être un grand jardin pour une production européenne de qualité, dans le haut de gamme. On fait vivre la Corse, mais sans problème. En plus, l'avantage de l'agriculture, et c'est pour ça que je dis que pour moi c'est vraiment un levier économique pour l'avenir, c'est que on fixe des gens à l'année. Nous quittons les rivages de la Méditerranée pour Corté, le berceau du nationalisme. Ici se trouve l'unique et emblématique université de l'île et ses 4500 étudiants. Une jeunesse en demande d'identité dont beaucoup sont sensibles au discours des nouveaux élus. Aletta, dopo una letta. Ces élèves sont en première année de licence de langue et culture corse. C'est un acte militant de s'inscrire dans une filière comme ça, surtout que c'est un peu la filière historique de la fac de Corté. Et c'est un choix en fait naturel, j'ai toujours eu envie de faire ça en fait. Paul, 18 ans, est à la tête de la Juventud Independentista, le plus important des 3 syndicats de la faculté. Il en est convaincu, la Corse deviendra indépendante. Nous, notre pays, c'est la Corse. La Corse au niveau culturel et au niveau des valeurs, au niveau du mode de vie, etc., est complètement différente du continent français. Sur les murs de leur local, le FLNC est à l'honneur. Pour eux, il a joué un rôle essentiel dans la sauvegarde de leurs valeurs. Ils comptent désormais sur leurs élus et dénoncent un dialogue de sourds avec Paris. Le danger qu'il y a, c'est l'attitude de l'État aujourd'hui. L'attitude de l'État, c'est une attitude fermée qui rejette tout ce qui est voté par l'Assemblée de Corse. Si demain, si dans 5 ans, il y a une reprise de la lutte armée en Corse, ce sera une conséquence directe de la politique de l'État. Le touriste qui vient à l'été, on n'a aucune haine contre lui, on n'en veut pas cette personne-là. Nous, ce qu'on en veut, c'est au système français, au système gouvernemental français. Quelques jours plus tard, le syndicat fait parler de lui. Les préfectures de Bastia et d'Ajaccio sont investies par une trentaine de jeunes. Une action qui se veut pacifique. Noi volem una risposta chiara del prefetto, non a tutto ciò che è stato votato nell'Assemblea, l'amnistia, il statuto fiscale, il statuto di residente e l'ufficialità. La lutte dans la rue, c'est la base du militantisme. Même si on a nos élus qui sont présents, on doit quand même continuer à exprimer nos idées. Il demande un geste concret à l'État. Le rapprochement sur l'île de détenus que les nationalistes appellent des prisonniers politiques. Ils sont une dizaine à être incarcérés sur le continent. Un soutien de la jeunesse très apprécié par les proches. J'en ai les frissons de les entendre, de me dire la langue corse ne meurt pas, le peuple corse ne meurt pas, ils sont là pour prendre la relève sur nous. Après plus de 10 heures d'occupation, les jeunes finissent par se faire expulser par les forces de l'ordre. À la sortie, la situation dégénère.
Toi et toute ta famille, enculé! Cette sortie, elle est déplorable. Encore une fois, ils nous ont montré que le dialogue était compromis, qu'il n'y a qu'un pas de fait vers la paix et c'est nous qui l'avons fait. Ça fait mal et on arrive là, on nous jette comme des chiens dans la rue. Voilà ce que c'est la France aujourd'hui. S'ils en sont fiers, tant mieux pour eux. En tout cas, nous, on va tout faire pour la quitter. L'amnistie ou le rapprochement des prisonniers font partie des principaux contentieux avec Paris. Les élus nationalistes ont toujours apporté leur soutien aux familles, aux amis des détenus, comme ce soir-là à Ajaccio. Tout ce que nous portons, toute l'énergie qui est en nous, toute la volonté, tout l'amour pour notre terre et pour les nôtres, moi je vous dis, cette amnistie, nous l'aurons. Buonasera et ringraziamo. L'amnistie, elle viendra, parce que c'est le sens de l'histoire. Le cas le plus problématique, celui d'Ivan Colonna, condamné à perpétuité pour l'assassinat du préfet Erignac en 1998. Gilles Simeoni était son avocat. Il plaide pour un nouveau procès. Pour Edmond Simeoni, présent aux côtés de son fils, beaucoup de problèmes restent à régler, mais le temps joue en leur faveur. La dégradation de la situation, le refus de prendre en compte la moindre revendication démocratique, à mon avis, va sensibiliser beaucoup le terrain, fédérer les forces de la jeunesse et du reste. Il y a un piège qu'il faut éviter, c'est de ne pas céder aux provocations et tomber dans la violence, parce que la Corse reculerait. Les nationalistes ont été élus pour 2 ans, des régionales remportées avec à peine plus d'un tiers des voix, une majorité très relative. S'ils veulent être réélus et conforter leur position fin 2017, ils devront convaincre bien au-delà de leur électorat traditionnel. Restez des nôtres, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Du nouveau sur l'épidémie de Zika. Après la microcéphalie, on a récemment appris que le virus peut aussi provoquer la myélite, une atteinte grave des membres. Pas de quoi rassurer les Brésiliens, les plus touchés avec 1,5 million de cas, mais aussi la Colombie et le Salvador. Le Salvador, justement, où les autorités vont jusqu'à dissuader les femmes de tomber enceintes. Problématique dans un pays où l'avortement et même la contraception sont quasiment bannis. Et l'effort contre la maladie se résume donc à la chasse aux moustiques. État des lieux avec Laurence Cuvillier et Mathieu Commun. Au Salvador, il suffit d'entrer dans certaines pharmacies pour se rendre compte du problème. Je cherche des préservatifs. Vous ne vendez pas du tout de préservatifs? Dans aucune de vos pharmacies? Et pourquoi? Et comment est-ce que vous le justifiez? En bas du tract, un message. Protégez-vous avec la seule solution, la fidélité à votre famille pour toute la vie. Malgré les craintes liées aux conséquences de Zika sur les nourrissons, rien n'y fait. Au Salvador, la religion s'invite dans les affaires publiques. Ici, 60% des grossesses ne sont pas désirées. Dans cette clinique, à 50 km de la capitale, les femmes peuvent pourtant bénéficier gratuitement de moyens de contraception. Regardez, ça ce sont les injections contraceptives d'1 mois. Et nous avons aussi des pilules. Mais ce qui fait défaut, c'est la prévention et l'éducation sexuelle. Tatiana a 25 ans, elle attend son 3e enfant. Je suis tombée enceinte par accident. Ce n'était pas prévu. Ici, c'est tabou. On ne parle pas facilement des méthodes de contraception. On conseille nos patientes autant que l'on peut. Le problème, c'est que notre fonction nous limite à voir les filles pour la première fois quand elles sont déjà enceintes. Le docteur Polanco assure le suivi de 6000 grossesses par an. Depuis le début de la crise de Zika, il se limite à préconiser une vigilance accrue sur les symptômes de la maladie. On t'a déjà expliqué quels étaient les symptômes inquiétants, n'est-ce pas? Les maux de tête, la vue brouillée. Ici, pas de cas suspect de microcéphalie pour l'instant,
Mais dans le cabinet d'à côté, son collègue pédiatre reste sur le qui-vive. Au Salvador, l'avortement est totalement interdit, quelles que soient les circonstances. Il est passible de peines allant de 2 à 12 ans de prison. L'ONU a recommandé aux pays touchés par Zika de l'autoriser au moins temporairement. Réponse du ministère de la Santé. Jusqu'à maintenant, en tant que ministère de la Santé, on a répondu à la crise en s'assurant d'avoir assez de contraceptifs dans tous les centres de santé. Mais vous n'envisagez pas d'autoriser temporairement l'avortement? Je ne peux pas vous répondre là-dessus. Je ne sais pas. Le gouvernement botte en touche sur l'avortement, arguant que le pays ne compte pas pour l'instant de cas suspects de microcéphalie chez les nourrissons. En revanche, les cas de syndrome de Guillain-Barré ont été multipliés par 6 depuis novembre dernier. Cierre los ojos lo más que pueda. Cierre los ojos. Eso. Enseñe los dientes. C'est une autre conséquence de Zika actuellement à l'étude. Dans cet hôpital, 118 cas ont été traités en 3 mois. Si l'insuffisance respiratoire n'est pas prise en charge tout de suite avec une assistance, ou si la progression de la maladie n'est pas stoppée dès le début par un traitement, oui, le syndrome peut être mortel. Il est mortel dans 20 à 25% des cas. Face au danger avéré, les autorités pratiquent la fumigation massive pour éliminer la source du problème, Aedes aegypti. Un moustique déjà traqué depuis longtemps ici, car transmetteur de la dengue et du chikungunya. Ça a manqué un tournant radical, parce que dans certains endroits, il n'y avait pas de fumigation depuis plus d'1 an. Alors que depuis le début de cette crise l'année dernière, c'est la 3e fois qu'on fumigue. Seulement voilà, le produit de fumigation est polluant, car composé essentiellement de diesel. Récemment, le gouvernement a donc tourné son dévolu vers une toute nouvelle méthode naturelle d'éradication, inventée dans un petit village de la côte pacifique. Ces petits poissons appelés sambos sont bien discrets, mais grâce à eux et à Marielos, pas un seul cas de Zika dans les environs. Les poissons vont se nourrir des larves du moustique et ainsi rompre leur cycle de reproduction. Marielos et ses jeunes volontaires les élèvent et les distribuent gratuitement. Au Salvador, l'eau est souvent stockée dans des réservoirs à l'air libre, des niches parfaites pour les moustiques. C'est d'ailleurs en passant près d'une piscine abandonnée que l'idée lui était venue. La piscine était pleine, on est resté là à observer et on s'est dit c'est bizarre, il n'y a quasiment pas de larves. Pourtant c'est de l'eau de pluie. Et ça a fait tilt quand on a vu que des poissons venaient à la surface pour les manger. C'est à partir de là qu'on a lancé le plan pilote. Aujourd'hui, Marielos a placé ses petits protégés dans 300 maisons. Nous n'avons eu ni chikungunya, ni Zika, ni aucune de ces maladies. Je fais très attention à mes petits poissons. Ils nous ont beaucoup aidés. Le ministère de la Santé est en train d'étendre le programme de Marielos à tout le Salvador. Le pays est peut-être en train de trouver sa propre sortie de crise face à une maladie aux impacts encore méconnus sur la santé humaine. 165 pays se sont retrouvés à l'ONU la semaine dernière pour signer l'accord de Paris sur le climat. Mais ni Barack Obama, ni les présidents russes et chinois, pas plus que le Premier ministre indien, n'étaient présents à New York. Tous les pays appliqueront-ils cet accord qui doit permettre de lutter contre le réchauffement climatique? Les explications de Marina Bertsch. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Des cris de joie, des larmes, une image historique, celle du premier accord universel sur le climat. C'était il y a 4 mois, le soufflet est-il aujourd'hui retombé? J'avais vraiment des doutes en janvier, je me disais est-ce qu'on aura une gigantesque gueule de bois après la fête de Paris? Et puis pas du tout, les gens sont extraordinairement concentrés, sérieux. Et on parle du vrai. Maintenant, on parle voilà, des transports, de l'énergie renouvelable, des instruments économiques. On parle de ce qu'on va faire dans les pays, qui est le cœur du sujet. Et pourtant, le climat a perdu sa place de choix sur la scène médiatique. La crise des réfugiés, la campagne américaine ou encore les attentats de Bruxelles sont passés par là.
Et puis les artisans de l'accord de Paris quittent le navire. Laurent Fabius n'est plus au Quai d'Orsay depuis le mois de février. Christiana Figueres, Madame Climat de l'ONU, s'en va en juillet. Ban Ki-moon, lui, termine son mandat en décembre prochain. Il reste pourtant beaucoup de travail. Techniquement, la signature d'aujourd'hui n'est qu'un joli symbole. Les pays ont 1 an pour ratifier. L'accord entrera en vigueur quand au moins 55 pays pesant pour au moins 55% des émissions de gaz à effet de serre mondiales l'auront ratifié. La probabilité que l'accord de Paris ne soit pas adopté au final en avril 2017 est quand même extrêmement faible dans la mesure où, ne serait-ce que les États-Unis et la Chine, qui pèsent près de la moitié des émissions de gaz à effet de serre à eux deux, ont déjà dit qu'ils allaient non seulement le signer mais le ratifier. Donc je pense que cet accord entrera en vigueur. Les 2 plus gros pollueurs font équipe sur le climat, mais dans son pays, Barack Obama est bien seul. Le Clean Power Plan, pierre angulaire de son projet, a été suspendu par la Cour suprême. Le thème du climat est par ailleurs étrangement absent de la campagne électorale américaine. La Chine, elle, n'a pas attendu la COP21 pour agir. Elle va fermer 1 millier de mines de charbon cette année. Une décision environnementale, mais surtout économique. Le prix de la roche noire s'est effondré. Les anciens villages miniers sont abandonnés. À la clé, des dizaines de milliers de chômeurs. Il y a encore quelques années, il y avait dans ce coin près de 300 mines de charbon. Ça marchait très bien. Aujourd'hui, tout ça, c'est fini. Le pays commence à tourner le dos aux énergies fossiles parce que la pollution de l'air est devenue un enjeu social. Responsable de la mort d'1,6 million de Chinois chaque année. Les alertes rouges aux particules se multiplient, la grogne monte. Le Parti communiste doit montrer qu'il agit. Ces derniers temps, si vous regardez les statistiques officielles et officieuses, vous avez un grand nombre de mouvements sociaux causés uniquement par l'environnement. Le souci principal du Parti communiste, du gouvernement chinois, c'est la stabilité sociale. Si l'environnement devient un élément qui peut menacer la stabilité sociale, ça devient une préoccupation politique. Et qu'en est-il de la France, pays hôte de la COP21 censé montrer l'exemple? De l'aéroport Notre-Dame-des-Landes à la prolongation de la durée de vie des centrales nucléaires, le gouvernement tangue sur le front écologique. La société civile est donc là pour rappeler les dirigeants à l'ordre. Nous sommes là pour faire respecter les engagements pris à Paris lors de la COP21. Et ici, à l'intérieur, on s'apprête à faire l'exact inverse. En France, justement, ambiance mouvementée il y a quelques jours au sommet mondial sur l'extraction du pétrole en eau profonde, le Davos du pétrole offshore. L'accord COP21, il faut absolument le mettre en application. On ne peut pas rester les bras croisés face à des sommets comme celui-ci. Ils projettent de forêts toujours plus profonds, d'exploiter toujours plus de carburants fossiles. Et on sait très bien que les énergies fossiles vont nous projeter vers le chaos climatique. Malgré le succès de la COP21, ces militants crient au crime climatique. Pendant ce temps, le réchauffement de la planète se poursuit vers une trajectoire de 3 degrés. Le mois dernier a été le mois de mars le plus chaud jamais enregistré, un record en 100 ans de relevé météo. Restez des nôtres, on se retrouve après ceci. L'Éthiopie, le 2e pays le plus peuplé d'Afrique, a subi les plus importantes manifestations de la décennie. Depuis 3 mois, des membres de l'ethnie Oromo sont descendus dans les rues pour obtenir l'égalité des droits. Ils réclament la fin de ce qu'ils considèrent comme de la corruption, l'accaparement de terres et l'oppression gouvernementale. Les Oromo représentent un tiers de la population éthiopienne. Il s'agit du groupe ethnique le plus important du pays. Ils se plaignent depuis longtemps d'une marginalisation de la part du parti au pouvoir, le EPRD. Les observateurs reconnaissent les progrès accomplis par le pays, mais critiquent la répression à l'égard de l'opposition. Simona Foltin et Taisbrook. Les chantiers de construction constellent l'horizon de la capitale. C'est l'un des signes les plus visibles de cette croissance éthiopienne à 2 chiffres. Mais beaucoup de membres de l'ethnie Oromo se considèrent comme les laissés pour compte de ce développement. La ville, qui s'étend petit à petit sur leur territoire ancestral, serait une menace à leur survie. Il y a 3 ans, cette famille a dû vendre une grande partie de ses terres au gouvernement
pour permettre à la capitale de poursuivre son expansion. Nous aimerions que le gouvernement ne s'accapare pas nos biens. Les compensations financières que nous recevons ne nous apportent rien. Notre vie dépend de cette terre et ce n'est qu'en la cultivant que nous récoltons de vrais bénéfices. Wagui n'a reçu qu'environ 2000 € de compensation. Il ne lui reste plus que 2 hectares, trop peu pour faire vivre sa famille. Parce que nous n'avons plus beaucoup de champs à cultiver, certains de mes enfants doivent travailler ailleurs, en tant que journaliers. Mais l'argent qu'ils gagnent n'est pas suffisant et nous avons du mal à nous en sortir. En janvier, le gouvernement a annoncé l'arrêt de l'expansion d'Addis Abeba sur les terres Oromo. Mais la famille de Wagui craint toujours de perdre le peu de terre qu'il lui reste. Le gouvernement a tous les pouvoirs. Ils peuvent confisquer notre terre quand ils veulent. Nous ne pouvons rien y faire. La terre n'est que l'un des nombreux sujets d'inquiétude des Oromo. Beaucoup estiment que ce gouvernement, dominé par les Amara et les Tigrés, porte atteinte à leurs droits. Par exemple, le parti au pouvoir a refusé d'accorder à la langue des Oromo le statut de langue officielle d'Éthiopie. C'est pourtant la langue la plus parlée du pays, devant l'amharique, la langue officielle. Nos enfants sont forcés d'assister aux cours en amharique. Les étudiants ont demandé à apprendre en Afan Oromo, leur langue maternelle, mais on leur a dit qu'ils doivent assister aux cours en amharique. Quand ils ont commencé à protester, le gouvernement les a tués. Ces sentiments de marginalisation, profondément ancrés, ont déclenché les plus importantes manifestations de la décennie en Éthiopie. Elles ont débuté en novembre dernier et se poursuivent à ce jour. Le gouvernement a réprimé ces manifestations dans le sang. Selon les militants, plus de 200 personnes ainsi qu'une douzaine de policiers ont déjà perdu la vie. Nous quittons Addis Abeba pour rejoindre Ginchi, à 80 km à l'ouest de la capitale. C'est ici que le mouvement de contestation a débuté. L'un des membres de cette famille a trouvé la mort pendant les manifestations. Aschalev Warkou avait 22 ans. Sa famille raconte qu'il a été tué par un militaire le 12 décembre dernier. Le jour où mon fils a été tué, c'était dans l'après-midi. L'armée est arrivée et elle a commencé à disperser les manifestants. Il y avait beaucoup de soldats et ils ont ouvert le feu sur la foule. Lorsque mon fils s'est fait tirer dessus, ses amis ont essayé de l'amener à l'hôpital, mais l'armée les en a empêchés. Aschalev avait rejoint les manifestations pour exprimer son opposition à la vente d'un terrain public situé sur une forêt. Son père nous amène voir l'endroit où la forêt a été rasée il y a quelques mois, juste avant que les manifestations ne débutent. Toute la forêt que vous voyez ici a été vendue et rasée par un investisseur. Ce sont les gens qui s'occupaient de cette forêt, mais ils nous ont trompés. La communauté n'a quasiment pas bénéficié de cet investissement. Dieu seul sait où le reste de l'argent est allé. Le gouvernement régional Oromo a décliné nos demandes d'interview. Mais le ministre de l'Information reconnaît que des erreurs ont été commises. Les raisons légitimes de se plaindre se sont accumulées au fil des ans au sein de la population. Mais ils peuvent faire toute confiance en la capacité et la volonté du gouvernement de régler ces problèmes. Le ministre a également promis d'enquêter sur l'utilisation de la force par les autorités. Nous agissons parce que nous le devons à notre population. Notre gouvernement régional est déjà entré en contact avec les personnes qui ont perdu des êtres chers afin de les indemniser. Mais de nombreux Oromo ne sont pas satisfaits de la réponse du gouvernement. Seifou Toura aurait été tué par les forces de sécurité en décembre. Sa famille assure qu'aucun officiel n'est venu pour enquêter sur l'affaire. Au contraire, ils accusent les autorités de tenter de les intimider. Le gouvernement continue de tuer et de harceler la population. Encore aujourd'hui, où que vous alliez, vous trouverez un cadavre. Nous ne sommes pas en paix. Ils sont toujours à la recherche de gens pour les emprisonner ou même les tuer s'ils le souhaitent. La répression brutale des forces de sécurité a amplifié la rancœur des Oromo. Ils sont de plus en plus nombreux à oser élever la voix dans un pays où, jusqu'alors, les manifestations et les actes de dissidence étaient très rares.
La Suède, qui était considérée et se voyait comme une terre d'accueil pour les réfugiés, est revenue en quelques mois sur sa politique d'asile. Contrôle aux frontières, durcissement de la loi, fin du rapprochement familial. Le pays qui a accueilli près de 170 000 personnes l'année dernière, dont de très nombreux réfugiés mineurs, est passé d'une sorte d'angélisme à l'une des politiques d'asile les plus restrictives d'Europe occidentale. Eh bien, comment expliquer ce virage politique dans une société pourtant ouverte? Quelles sont les conséquences pour les réfugiés qui sont arrivés ces derniers mois dans le pays? C'est un reportage d'Anne Maillet et Adeline Percept à Malmö, dans le sud de la Suède. Nous sommes à la gare de Malmö, au sud de la Suède, l'une des principales portes d'entrée du pays. Une porte grande ouverte qui s'est soudainement refermée au mois de novembre. Il y a encore quelques mois, plusieurs milliers de personnes rejoignaient chaque jour le pays par ces rails. Des demandeurs d'asile syriens, irakiens ou encore somaliens venus chercher protection dans ce pays, longtemps considéré comme un Eldorado pour réfugiés. Désormais, tous les passagers en provenance du continent sont contrôlés. La Suède a toujours prêté assistance aux personnes dans le besoin et nous souhaitons perpétuer cette tradition. Mais les responsables politiques ont constaté que l'Europe d'aujourd'hui a changé, que certains pays ne prennent pas leurs responsabilités. Et la Suède ne peut pas porter seule la responsabilité pour tous ces gens. Face à cet afflux, le gouvernement suédois a dit stop. Depuis, une centaine d'officiers contrôlent chaque jour les entrées dans le pays. Ici, la libre circulation au sein de l'Union européenne est de facto suspendue, tout comme la longue tradition suédoise d'accueil des réfugiés. Seuls 9 000 migrants ont rejoint la Suède depuis le début de l'année, mais l'Office suédois des migrations reste saturé. Rien qu'à l'automne dernier, nous avons accueilli plus de 100 000 personnes. C'est une augmentation énorme par rapport aux années précédentes. Notre budget a besoin d'être doublé et on attend toujours une réponse du gouvernement. Pour l'heure, le traitement des dossiers reste laborieux. Devant ce centre d'enregistrement, nous rencontrons des Syriens qui attendent depuis plusieurs mois leur entretien pour la demande d'asile. Lui, il attend son entretien depuis 7 mois. Je n'ai toujours pas de rendez-vous, c'est un gros problème. Dans ce pays, tout est très très lent. Un sort partagé par la majorité des réfugiés qui habitent loin des centres-villes. Les autorités qui font face à une crise du logement depuis plusieurs années ont improvisé des centres d'accueil dans les campagnes comme ici à Ängelholm. Ces demandeurs d'asile font partie de la dernière vague de réfugiés arrivés avant la fermeture des frontières. Basel a pris la route des Balkans avec son fils de 4 ans. Sa femme et ses autres enfants sont toujours en Syrie. J'espère pouvoir faire venir le reste de ma famille en leur obtenant un visa. C'est mon objectif principal en ce moment. Ici, ce sont des bénévoles qui s'occupent des réfugiés, comme Lena, qui a du mal à accepter les décisions prises par son gouvernement. Je n'aime pas le fait que nos frontières soient fermées, tout particulièrement pour les proches de ceux qui sont là. Cela m'attriste de voir que leurs familles ne peuvent pas les rejoindre. Et le gouvernement va encore durcir le droit d'asile. Au mois de juin, une réforme devrait permettre de renvoyer près de 80 000 migrants. Des reconduites aux frontières qui frapperont de nombreux enfants, car la Suède est le pays qui a accueilli le plus de réfugiés mineurs non accompagnés l'année dernière. Les frères Sourab et Massoud que nous rencontrons à Malmö comptent parmi les 35 000 enfants qui ont fait seuls la route vers la Suède. Ils sont ici depuis le mois de janvier. Ici, je suis en sécurité. Je peux aller à l'école, au football. C'est très bien ici. Je veux rester ici. Je veux faire carrière et rendre à la Suède tout ce qu'elle a fait pour nous. Mais avec la nouvelle législation, leurs chances de rester en Suède sont minces, tout comme leur espoir de voir leur famille les rejoindre. Les réfugiés originaires de zones de guerre n'auront plus droit qu'à un permis de séjour de 3 ans, les autres d'1 an seulement. Et cela compromet leur chance d'obtenir un regroupement familial.
C'est un changement de paradigme radical pour la Suède. J'ai l'impression que nous renions nos valeurs. Mais de plus en plus de Suédois en sont convaincus. Pour sauver leur modèle, il faut d'abord s'occuper de ceux qui sont déjà sur le territoire et garantir notamment leur éducation. 8 écoles sur 10 manquent en effet de professeurs. Elisabeth enseigne le suédois à des réfugiés dans ce lycée de Malmö. Pour elle, la Suède n'avait pas d'autre choix que de fermer ses frontières. La situation du pays a changé et de très nombreuses personnes sont arrivées l'an dernier. La décision du gouvernement est donc justifiée, même si cela me fait vraiment mal au cœur. Pour l'heure, le gouvernement continue de miser sur la politique de la porte close. Les contrôles aux frontières, notamment autour du pont de l'Horizon, ont été prolongés jusqu'au 8 mai. Autrefois symbole de la libre circulation, ce pont qui relie la Suède au continent incarne désormais la fin de la tradition d'asile la plus généreuse d'Europe. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. À la fin du 19e siècle, le cinéma voit le jour à Paris. Les célèbres frères Lumière projettent dans la salle de jeu d'un café parisien le tout premier film. Depuis, Paris et le grand écran sont intimement liés. Nous vous emmenons dans les lieux mythiques de la capitale française qui sont entrés dans l'histoire du cinéma en compagnie de Juliette Dubois, fondatrice de Ciné Balade. Le mythique studio Harcourt, qui depuis plus de 80 ans voit défiler les plus grandes stars de cinéma, nous ouvre aussi ses portes. Reportage. C'est à Paris qu'on assiste et à l'avènement du cinéma et à l'avènement du spectacle cinématographique, où le cinéma passe effectivement d'une découverte qui pourrait être considérée comme une découverte scientifique à la fiction. On est resté quand même dans le même état d'esprit cinématographique complètement, qui fait qu'on a ces lumières fortes, ces contrastes noir et blanc qu'on trouve dans le cinéma d'une époque. La lumière, Paris, le cinéma, ça se résume en un lieu et une signature, c'est Studio Harcourt. Voilà. C'est à la fin du 19e siècle que Paris, la ville lumière, assiste médusé à la naissance du 7e art. Ce sont les frères Lumière qui, dans l'arrière-salle d'un café parisien, lancent le tout premier moteur de l'histoire de l'image animée. Au cœur des grands boulevards a eu lieu la toute première projection publique et payante du cinématographe dont on a fêté les 120 ans l'année dernière. C'était le 28 décembre 1895, invention des frères Lumière. Donc effectivement ça correspond à l'avènement d'un nouveau divertissement, d'un nouveau loisir et l'avènement commercial du cinématographe. Parmi les 33 spectateurs de cette première projection, il y a Georges Méliès, le magicien. Georges Méliès, un jour de printemps 96, il était placé ici, sur cette place, en train de filmer, lorsque sa caméra se bloque pendant 1 minute. Et le temps de la refaire fonctionner, tout avait changé sur la place. La femme qui était présente devant l'objectif, elle avait disparu au profit d'un homme. Le bus qui passait par là, c'était devenu un corbillard. Et c'est là qu'il a eu l'idée du tout premier effet spécial, qu'il a appelé le truc à arrêt. Grâce à Méliès, le cinématographe devient le cinéma tout entier, avec sa force de narration et d'imaginaire. C'est aussi l'époque où le cinéma rencontre un public et sur les grands boulevards fleurissent les théâtres, qu'on appellera plus tard salles de ciné. Ensuite, avec le cinéma, effectivement, c'est le développement des studios avec Pathé, Gaumont, qui a vraiment permis au cinéma de s'industrialiser et de devenir ce qu'il est aujourd'hui. Donc Paris, qui était aussi la ville peut-être la plus identifiable pour les spectateurs, a inspiré des réalisateurs du monde entier.
Il se tourne en moyenne 3 films par jour à Paris, y compris des films sur le cinéma, comme Hugo Cabret de Martin Scorsese. Ce film est un saut dans le temps et en même temps on reste dans notre thématique puisque ce film est un hommage à l'enfance du cinéma et à Georges Méliès. Et en fait derrière moi vous avez un décor qui a été imaginé pour le film. Scorsese est un grand cinéphile, il connaît bien son histoire du cinéma et il a voulu voilà, rendre hommage au décor parisien et à la ville cinéma. L'autre joyau parisien, c'est l'éclairage du studio Harcourt. Une lumière signature inspirée depuis plus de 80 ans par sa fondatrice, Cosette Harcourt. Cosette Harcourt est une jeune photographe pleine de talent et elle comprend que la photo va supplanter le portrait peint. Et donc elle veut offrir aux Parisiens le plus beau studio de Paris, le meilleur. Et pour ça, elle va s'adresser notamment aux éclairagistes de plateaux de cinéma. L'art de la lumière, le sens du cadre et de la mise en scène forment la clé de voûte du travail en noir et blanc des photographes Harcourt. On travaille avec de la lumière continue, lumière des cinémas. En fait, on cherche des volumes comme on cherche dans le cinéma, à faire un arrière-plan et chercher chaque plan de la personne. Et c'est un travail qu'on a fait dans le studio Harcourt depuis le début, 1934. On peut dire qu'on sculpte la personne avec la lumière. Moi, je fais la sculpture aussi et je sais que chaque volume de la personne, on peut dire le caresser ou le sculpter, lui donner une forme avec la lumière. Un héritage constitué aujourd'hui par plus de 5 millions de clichés, consignés au patrimoine des musées nationaux, comme la permanence d'un savoir-faire intact. On est là dans l'esprit de tradition, de transmission, c'est-à-dire qu'un acteur qui vient se faire photographier ou une actrice se dise je suis photographié aujourd'hui sur le plateau du studio Harcourt, exactement dans les mêmes conditions, avec la même lumière que l'ont été Lino Ventura, Alain Delon, Jean Gabin, Buster Keaton, pour remonter vraiment aux origines, les origines du cinéma. Une griffe reconnaissable partout et empruntée au cinéma. Chez Harcourt, le photographe s'efface derrière le studio. D'une certaine façon, on n'existe pas. Ce qui existe, c'est Harcourt, c'est la griffe Harcourt. Et nous, on est là pour continuer avec cette démarche, cette tradition, on peut dire, de faire un certain type d'éclairage. La lumière pour seul décor, ou le décor de la ville lumière, on est toujours dans l'immuable. On représente un savoir-faire qui est tout à fait unique, et puis le côté effectivement témoignage d'une forme d'art de vivre à la française. C'est une époque qui est resté, et je pense que c'est le seul studio qui a gardé cette trace du cinéma dans la photo. Le cinéma s'est nourri de l'histoire de Paris, parce qu'à un moment donné, il avait besoin aussi de cela pour être légitimé. Et de cette façon, peut-être effectivement qu'il s'inscrit complètement dans le patrimoine français, parce qu'il est aussi nourri de toutes ces influences. Code 24, c'est déjà fini pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle fenêtre sur l'actualité internationale. Vous pouvez dès à présent revoir cette émission sur notre site internet. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Excellente suite de programmes sur notre antenne et à la semaine prochaine.